Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir deux grands aventuriers avec nous et j'espère que cette matinée aussi vous aura convaincu de ce que représente cette problématique de finances responsables et de responsabilité en général. Et ce matin, nous avons aussi entendu beaucoup parler de sujets qui nous concernent et qui nous préoccupent tous. C'est notamment l'urgence climatique. Et face à ce dérèglement, cela nous impose à chacun d'adopter des gestes responsables. Et c'est dans ce cadre-là aussi que s'inscrit la finance responsable. Mais de manière plus pragmatique, j'aimerais vous poser la question à vous deux. Au cours de vos aventures, de vos exploits, qu'avez-vous perçu du dérèglement climatique et de la pollution en général de notre environnement? Et ça tombe bien parce qu'il y en a un qui a fait le tour du monde dans les airs et il y en a un qui l'a fait dans la mer. Donc on pourra avoir les deux aspects. Donc François, si tu veux commencer. La pollution plastique est évidemment quelque chose dans les océans qu'on voit et qu'on constate. C'est toujours choquant, surprenant quand, au milieu de l'Atlantique ou même dans les mers du Sud, on va rencontrer des plastiques. Et ce qui est terrible, c'est que la pollution la plus grave pour nous, humains, et pour la planète, c'est les microplastiques. Et ça, moi, sur mon bateau, je ne les vois pas. Heureusement, il y a des scientifiques qui vont faire des prélèvements, qui peuvent témoigner de ces microplastiques, de cette fragmentation du plastique qui, tôt ou tard, arrive dans les poissons, puis tôt ou tard, quelque part, arrive dans l'être humain. Donc c'est grave. On en a parlé tout à l'heure et je suis ravi de voir que justement il y a une volonté de changement qui existe aujourd'hui en France, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et quelque part il y a un mal qui est déjà fait et qui quelque part a contaminé une grosse partie de la planète. Et lors de ton tour du monde, tu m'avais fait part à ton retour du fait aussi que dans les mers du Sud, il y avait un déplacement des glaciers et qui se trouvaient à des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Oui, alors encore une fois, si j'essaie d'être le plus scientifique possible, c'est pas avec les 2 tours du monde que j'ai pu faire en quelques années et au nombre d'icebergs que je vais compter que je peux témoigner du réchauffement climatique. C'est pas possible. J'ai pas assez de recul et il n'y a pas assez d'observation pour voir ça. Par contre, en effet, c'est un fait. Il y a des icebergs dans les mers australes. Il y en a depuis longtemps, mais il y en a de plus en plus. Et d'une manière générale, il y a un réchauffement climatique qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Quelles sont les conséquences pour nous marins? C'est vrai que dans ces tours du monde qu'on fait dans les mers australes, il y a des endroits où on ne peut plus passer, ou en tout cas, on peut plus il y a des icebergs et on ne peut pas aller dans certains endroits où on pouvait aller il y a quelques années. Alors, ce n'est pas très, très grave pour les marins. On ira un peu plus haut, on fera des détours et ça peut changer un petit peu notre façon de naviguer, mais fondamentalement, ce n'est pas très grave. Par contre, ça témoigne, et c'est vrai qu'on le vit, notre trajectoire autour du monde est différente et ça nous impacte directement. Et par contre, c'est témoigner d'un réchauffement qui existe, que certains essayent de nier, mais qui est là et qu'il faut absolument agir pour changer tout ça. Vue des airs, Bertrand Piccard. Le plus anecdotique, c'est quand j'ai survolé un pétrolier qui était en train de dégazer, c'est-à-dire de laver ses cuves, et qui avançait avec une immense traînée de pétrole derrière lui, alors que moi je volais dans un avion sans carburant. Là, j'ai vraiment vu cette dichotomie du monde, le vieux monde et le nouveau monde. Mais sur le plan plus fondamental, ce qui nous a vraiment frappé, c'est le côté erratique des statistiques météo. Pour préparer notre tour du monde, notre équipe météo avait analysé les 10 ou 15 dernières années pour savoir où passer, à quel moment voler, etc. Et ça n'avait plus aucune fiabilité. Donc il ne s'agit pas seulement d'un réchauffement climatique, il s'agit d'une destruction des rythmes de la nature, des cycles de la nature et de l'équilibre de la nature. Et c'est ça qui est grave. Merci beaucoup. J'imagine la même chose dans les chemins météo. Tu ouais, vois c'est aussi sûr que les courses ne se ressemblent pas. Quelque part, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a les règles qui
pouvait fonctionner pendant de nombreuses années ne fonctionne plus vraiment. Alors, la prévision météorologique, elle progresse, mais on constate en effet que, les schémas qu'on peut connaître depuis quelques années n'existent plus ou ne fonctionnent plus de la même façon. Il y a un élément commun que nous partageons sur ce plateau, c'est la recherche de la performance, mais une recherche de la performance qui nécessite une très bonne gestion des risques associés à cette recherche de performance. Et j'aimerais vous poser la question de comment vous intégrez cette gestion des risques dans la recherche de vos exploits. Le risque, il existe en permanence. Alors, moi, j'ai envie de séparer un peu les risques. Il y a un risque, le risque de performance, qui est le risque de ne pas gagner, qui pour un compétiteur est important. Et évidemment, ce risque, il existe et on doit prendre des risques pour gagner. De la même façon que dans la finance, on va investir sur du long terme pour essayer d'avoir des gains, un marin, il va investir sur une option météo où il va pendant quelques heures ou quelques jours perdre du terrain par rapport à ses concurrents, mais pour pouvoir gagner plus tard. Il faut avoir une vision, c'est un peu les mêmes fonctionnements, les mêmes raisons, il faut avoir une vision long terme pour avoir une stratégie long terme sur forcément le long terme qui est plus incertain, mais c'est nécessaire pour avoir sa stratégie sur du court terme et pouvoir essayer de gagner des courses. Donc, il y a ce risque-là, il y a un risque technologique aussi, et je l'ai bien vu sur la route du Rhum il y a quelques mois, on a innové et progressé énormément sur le trimaran massif en 2018. On a aussi un niveau de fiabilité qui était peut-être pas aussi bon que ce qu'on avait avant, parce qu'on avait innové, parce qu'on avait inventé, parce qu'on avait un nouveau bateau, un fonctionnement qui était différent. Quelque part, on ne peut pas gagner ou gagner sur de nombreuses années si à un moment donné on n'innove pas, si à un moment donné on ne tente pas des nouvelles choses sur le bateau. Et puis parfois ça casse, c'est ce qui s'est passé sur la route du Rhum. Donc on a toujours ce risque de ne pas gagner, ce risque technique. Après il y a un risque, on va dire plus un risque humain, parce qu'on va quand même faire un tour du monde, on va dans des coins qui sont potentiellement dangereux. Et ça, ce risque-là, on essaye, nous, et c'est le travail de toute l'équipe quelque part, de le minimiser, de faire en sorte qu'il soit, alors il n'est jamais nul, mais quasiment nul. Et ça, c'est quelque part, c'est l'entraînement, c'est le travail, c'est le fait de pas partir n'importe comment. Quand on a lancé ce projet avec la Massif, on a toujours été dans la construction sur du long terme. On s'est dit oui, on veut faire un tour du monde, c'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Ni la Massif ni moi l'avions fait. On s'est dit on va faire ça en s'entourant de personnes compétentes. On ne va pas partir dans quelques semaines, on va partir dans 2, 3 ans, on aura le temps de s'entraîner. Et tout l'entraînement, tout le travail qu'on fait en amont, quelque part, il est là pour nourrir de la performance, mais aussi pour minimiser ce risque humain, parce que moi, j'ai envie de faire du bateau, j'ai envie de gagner des courses, mais j'ai pas envie d'y rester, tout simplement. Il y a une chose dont on ne tient pas suffisamment compte quand on parle de risque, c'est la conséquence du risque plutôt que la probabilité statistique que le risque arrive. Donc je pense que si la conséquence du risque est faible, on peut aller extrêmement loin dans la probabilité que le risque arrive. Par contre, si la conséquence est grave, on ne peut pas du tout aller aussi loin. Ce qui veut dire qu'il y a deux choses à préparer avant une expédition. Il y a la réalité qui nécessite un entraînement. Si on veut revenir vivant, mais qu'on accepte d'amérir ou de sauter en parachute de nuit au milieu d'un océan, il faut apprendre à sauter en parachute, il faut apprendre à gonfler son canot pneumatique. Si on n'est pas préparé à monter dans un canot pneumatique dans des vagues, on n'y montera jamais. Parce qu'il ne s'agit pas de passer un bras, une jambe comme quand on sort d'une piscine, parce que le canot se retourne. Donc il faut remplir le canot d'eau, se coucher dessus, le canot est sous nous et ensuite on ressort et on écope l'eau. Si on ne le sait pas, on meurt, si on le sait, on survit. Donc il faut être extrêmement préparé. Maintenant, il y a toute une autre partie qui est absolument aléatoire. Et ça, il faut préparer l'être humain, parce qu'on ne peut pas préparer la technique pour ça. On ne peut pas se préparer physiquement, on se prépare psychologiquement. Et cette préparation psychologique, c'est celle que tout explorateur ou aventurier ou pionnier ou chef d'entreprise ou politique, ou tout le monde doit faire. C'est ne pas paniquer quand on est en face d'un événement imprévu. C'est arriver à garder la connexion à soi-même. C'est garder la conscience d'exister pour avoir le recul nécessaire, pour avoir la bonne réaction au bon moment.
Et ça, c'est toute une préparation qui est psychologique, philosophique, peut-être même spirituelle. À certains moments, moi, je me suis beaucoup préparé avec de l'auto-hypnose. Donc, je visualisais, je me mettais d'abord dans un état de tranquillité complète, ce qu'on appelle la safe place, la position de sécurité. Et là, je commençais à visualiser toutes les catastrophes possibles. L'avion qui brûle, ou avec le ballon, c'était l'enveloppe qui éclatait, sauter en parachute, arriver dans des terres hostiles, etc. Et comment vivre tout ça de manière totalement neutre, détachée, distante, pour réagir au bon moment sans avoir trop d'émotions. Et ça, c'est passionnant, parce que c'est quelque chose qui peut être enseigné à n'importe qui. Et ce processus d'aventure, ce n'est pas une aventure qui doit exister que sur mer ou en vol. C'est dans sa vie, c'est quand on dirige son entreprise, c'est quand on dirige un pays, c'est quand on est en famille, quand on éduque ses enfants. C'est tout ce processus-là qui n'est pas enseigné à l'école ni à l'université et qu'on devrait beaucoup plus développer. Parfait. Ça rappelle dans nos métiers quelque chose. J'ai vu, il y a quelques contrôleurs des risques dans la salle. Donc on fait dans nos métiers des cartographies de risques pour voir la fréquence et l'impact, et donc mitiger dans les règles d'investissement et la façon dont on investit. C'est des éléments que vous avez mentionnés. C'est le risk-reward par rapport à la fois à la fréquence et cet impact que ça peut avoir sur les risques. Mais il y a toujours une part d'imprévu. Et il faut l'accepter, et c'est aussi vrai dans la finance. Il faut bien l'accepter. Je trouvais très passionnant ce que vous nous avez expliqué ce matin sur votre engagement et tout ce que vous mettiez en place autour de votre fondation au profit de ce changement climatique et pour en amortir les conséquences à travers tous vos travaux. Et je sais que François, toi aussi, tu es très concerné par ces enjeux. Et dans ton rôle d'ambassadeur des océans, je dirais, si je peux me permettre, quelles sont tes implications et qu'est-ce que tu as envie de faire? En tant qu'ambassadeur, c'est qu'on a déjà un rôle de sensibiliser un maximum de personnes à la problématique environnementale. Je crois que c'est déjà la base, c'est ce qu'on fait quelque part aujourd'hui, essayer de témoigner, essayer de sensibiliser, quand on fait nos courses, on partage les émotions et partager l'émotion quelque part de la problématique environnementale, c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est ce qu'on fait à bord du trimaran massif. On agit après aussi. Alors il y a une diffuse qui était portée sur le trimaran massif, qui est vraiment pour soutenir, lancer des actions solidaires ou pour l'environnement, parce que quelque part l'environnement est intimement lié avec la solidarité. On a lancé une opération l'an dernier, on a participé à une opération qui s'appelle World Cleanup Day, qui consistait justement à ramasser des plastiques. C'est un mélange de sensibiliser les personnes et puis d'agir en parallèle et pouvoir permettre, via Diffuse, de pouvoir ensuite avoir des opérations partout en France, à petite échelle ou à grande échelle comme World Cleanup Day, qui était un ramassage des plastiques au niveau mondial. Voilà, on essaye d'agir le plus concrètement possible. Après, j'essaie de prendre un petit peu de recul par rapport à ma pratique. Et c'est assez intéressant de voir quand même ce qu'on est capable de faire en jouant simplement avec le vent. Et ça, quelque part, l'innovation, toute la recherche qu'on fait sur nos bateaux de course, pour essayer d'optimiser notre façon de se déplacer pour gagner des courses, c'est assez intéressant parce que ça permet, j'en suis persuadé, de faire des transferts technologiques qui permettront demain de se déplacer sur l'eau en jouant avec une énergie qui est le vent, de manière la plus efficace possible. Bertrand parlait tout à l'heure de problématiques d'énergie. C'est beau de produire peut-être plus d'énergie, mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser de la manière la plus efficace possible. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur nos bateaux de course avec le vol, qui est en train de révolutionner complètement notre milieu, c'est assez intéressant parce que finalement, on essaye de s'affranchir du frottement de la carène dans la mer, on s'appuie sur les foils et le gros intérêt, au-delà des sensations que ça procure, et de la vitesse que ça procure, c'est d'avoir moins de frottement et de pouvoir aller très vite. Et du coup, aujourd'hui, on est capable de... J'ai fait un tour du monde l'hiver dernier en 42 jours. Je suis persuadé que dans les années qui viennent, on ira
encore plus vite. Et les progrès qu'on a fait sur les 30 ou 40 dernières années, c'est absolument fabuleux. Les tours du monde à la voile, premier tour du monde en multicoque, c'est Alain Collat en 1973, il fait en 169 jours. 35 ans plus tard, 40 ans plus tard, on le fait en 42 jours. Je ne sais pas du tout. Et on est en train de vivre une évolution dans les années, là en ce moment, sur le vol. Donc, on va peut-être être capable de faire des tours du monde en 30, 20, 10 jours, j'en sais rien, dans 30, 40, 50 ans. Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, alors je pense au transport maritime et je pense à d'autres façons de naviguer au-delà de la course. Le transport maritime est une problématique qui nous touche tous. On a tous des produits, on utilise des produits qui arrivent partout dans le monde. On a des cargos qui malheureusement aujourd'hui utilisent des énergies fossiles de manière énorme. Si on arrive à un moment donné à optimiser, à améliorer ce transport maritime, si peut-être un jour, et j'en suis à peu près persuadé, on reviendra sur la voile, sur l'utilisation de l'énergie vélique pour se déplacer, voilà, on va transformer de manière très conséquente l'économie, ce qui touche le transport maritime. Et je suis intimement convaincu que ce qu'on développe sur nos bateaux de course, demain iront vers la plaisance et un peu plus loin iront vers le transport maritime. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper gratifiant parce qu'on se dit, voilà, tout ce qu'on fait, ça ne sert pas simplement à gagner des courses, ça aura à un moment donné un impact et j'espère dans les années qui viennent, être capable d'être moteur et d'essayer de nourrir un peu ces transferts technologiques vers d'autres domaines. J'ai vu Bertrand Piccard parmi les 70 projets que vous avez labellisés dans votre fondation aujourd'hui, il me semble en avoir vu un sur les cargos à voile. C'est Bound for Blue, qui est une entreprise qui installe des mâts rigides sur les cargos, les bateaux de pêche, les pétroliers, etc. Et ça permet d'économiser à peu près 30% de carburant, effectivement. Donc tu vois François, ce que tu dis, ça commence à être une réalité. Malheureusement, le temps passe et c'est passionnant, mais il faut clore cette matinée. Et je voudrais d'abord vous remercier d'avoir participé à cette matinée. Vous remercier vous tous de votre présence